Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Tu vas pouvoir t'asseoir ici et mettre tes petites affaires là. Donc ça tu te mets à l'aise. Oui, par exemple. Tout. Quand tu dis petites affaires, c'est parce que bon, Petites j'ai un petit corps. Bonjour monsieur. Oh, pardon. Désolé, je suis désolé, mais le casque machin. Eh oui, je te présente Agathe. Là, comme en plus j'ai toujours là-bas. Non mais j'ai toujours bonjour mademoiselle, monsieur. Oui. Désolé. Voilà, c'est Agathe. Bonjour mademoiselle. Agathe qui a une petite coupe garçonne et... Non mais c'est le casque, bah non Ouais. la coupe. Moi tu sais, j'avais les cheveux longs quand j'avais des cheveux jusqu'à 17 ans. On te disait mademoiselle ? Tout le temps. C'est pas vrai. Tout le temps. Et j'ai deux faits d'armes, si je puis dire, à ce sujet. Oui. Alors là, je devais avoir 10 ans et je vais chez le boucher. Ma À 10 mère ans chez le boucher m'envoie chercher Ouais. un truc chez le boucher et tout. Et le type me dit bonjour mademoiselle. Donc je masque un peu. Ouf. Et bon, c'est pas grave, ça arrivait Ouais. très souvent. J'avais les cheveux longs. Donc. Alors je sais plus ce que je commande, de la barbaque évidemment. Voilà. Et avec ça mademoiselle. Et puis j'avais l'impression qu'en fait, comme il arrêtait pas de redire mademoiselle, Ouais, machin, ça fait. Et t'entendais voilà. que ça, et puis Voilà. c'est... Ouais. Je me suis dit, non, en fait, il se fout de ma gueule. Et en partant, je lui ai dit, au revoir, madame. Et j'étais très, très heureux d'avoir combattu, parce que c'était un adulte. Oui. J'avais un peu, je n'osais pas lui dire, ta gueule, connard, machin, j'avais 10 ans. Ouais. Donc, Mais t'as je regardais mes réfléchi, chaussures et c'était peut-être ta et je me suis dit, première... et c'était peut-être ma première, ma vanne défensive. Ta vanne. Voilà. Et la deuxième petite histoire Oui. à ce sujet, c'est alors là je devais avoir 12-13 ans, donc au lycée, et très souvent on disait excusez-moi madame, je me sens pas bien parce que quand le cours se faisait chier, on allait à l'infirmerie, Ouais. Un classique. Hein. un grand classique. Et donc j'arrive à l'infirmerie, évidemment tout allait très bien, c'était juste pour gratter Prendre une heure l'air, de ouais. cours. Et l'infirmière, très gentille, me dit asseyez-vous. Elle me donne, je me souviens à l'époque, un sucre imbibé de Ricless. Oui, Hein, vraiment les c'était trucs tout où- le temps. ouais, bah, Voilà, c'était tout le temps ça. Le siècle, le temps jadis, hein, voilà. Je te Un autre jure. millénaire. Agathe, toi, il te donnait ça ou pas ? Des petits sucres imbibés de... Le Ricless. Non, c'est... D'ailleurs, c'était plutôt bon. Donc, c'était un peu une petite confiserie gratos, voilà, quoi. Et elle me regarde avec beaucoup d'empathie. Moi, je joue un peu, genre, je suis pas bien et tout. Et elle me dit, vous avez alors quoi, vous avez mal à la tête, machin. Donc, j'essaye d'inventer quelques Je sais symptômes. ce que tu vas dire. Et elle me faux. dit, vous avez vos règles? Oui. Et là, c'est plus, voilà, Ouais, c'est plus là, c'est gênant quelque que juste chose. bonjour mademoiselle quand t'es Oui, un parce que là, garçon. ou elle a eu bonjour, le temps de te regarder, mais de vraiment, parler. et hyper d'écouter gentil, plein d'empathie et de bonne volonté. Hein. Ouais, Il y ouais. avait alors, en aucun cas, on pouvait imaginer qu'il y avait un foutage de gueule. Oui, non. Et je Et tu t'es redresse la tête, Ouais. je la regarde. C'était tellement... En fait, puis je lui ai dit, clairement, mais en fait, non, je suis un garçon. Ouais. Et pardon, je suis désolé, vous savez, maintenant, les garçons, ils ont les cheveux longs, les filles ont les cheveux courts, alors on ne sait plus, machin, déjà. tu vois. Oui, déjà. Mais voilà, donc Ok. c'est pour rebondir sur cette petite rencontre Eh avec ben, très Agathe. bien. Mille excuses Avec encore. Agathe qui s'occupe du son, ingénieur du son, on dit ça, hein, ingénieur du son, Agathe. Et mesdames et messieurs, je suis très heureuse de recevoir dans Dinguerie Room Monsieur Jonathan Lambert. Je suis très heureux d'être reçu par Amel Chavid dans Dinguerie Room. Merci beaucoup, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Bah oui, Et je t'ai appelé, tu m'as tout de suite dit, t'inquiète. on a été mariés. Oui, Je vais oui, pas te on a mentir. été mariés, c'est On a été ça. mariés, divorcés, enfin, Ouais. divorcés, Mariés, on a eu des enfants, divorcés. donc dans une série, voilà. Dans une précis. série. On a passé beaucoup de temps ensemble parce que, vu que tu étais mon ex-mari, donc on avait beaucoup de scènes en commun. Ouais. Et D'ailleurs, là, les couples devraient commencer par ça. Ils devraient être ex avant de dire. Non, mais ça serait un bon cheminement pour savoir si un couple peut se faire. ouais, On démarre comme ex. ouais. Et là, du coup, on peut tous dire ce qu'on reproche à l'autre, machin. Et puis, si ça fonctionne encore, à ce moment-là, on peut se marier. Ce serait peut-être ça, C'est une finalement. super idée. C'est un concept. Ouais. Et d'ailleurs, tu te rappelles de la première fois qu'on s'est vus ? Tu l'as ou pas ? Moi, je Pour l'ai. moi, c'est soit comédie ou canal. C'est Canal. Moi, je me souviens d'avoir fait, à l'époque, je faisais Monsieur Pringle et tu faisais la météo. Je faisais Miss Météo en Voilà. 2002. Voilà, et Hein, ben c'est ça. ça et fait longtemps, Et je hein. passe en Monsieur Pringle, je crois, pendant que tu devais annoncer des vents violents sur la façade atlantique. Absolument.
Et c'est là où je t'ai vu pour la première fois et j'étais fascinée. Pas à mon avantage, parce que faut savoir que Monsieur Pringle, c'est quand même c'est le loser, sur le plan physique. Oui, c'est un personnage de loose, mais je te voyais aussi dans les couloirs. Et c'est fou parce que je te voyais avec ton petit attaché-caisse, ok, arriver, propre sur toi, avec ton petit look d'habitude, petite chemise. Ah, Monsieur Pringle, j'avais un attaché-caisse. T'avais un petit attaché-caisse comme ça où tu arrivais. Ce jour-là, il y avait une rançon, un truc. C'est pas possible. J'avais un attaché-caisse hyper carré, hyper doux, voire même, normal, assez normal. Et je découvre Monsieur Pringle, etc. C'est fou l'écart qu'il y a entre ta vraie personnalité quand on te connaît dans la vie, même si t'es un petit peu foufou et tes persos. Je suis pas chiant quand même, rassure-moi, dans la vie. Non, pas du tout. Non, t'as un grain. T'as un vrai grain. Je te jure que t'as un grain. Oui, c'est vrai. Mais plus discret, on va dire. Mais on m'en a souvent parlé parce que, évidemment, et les gens m'ont connu à travers ça, c'est surtout mes personnages sur Comédie ou chez Ruquier, ce que je fais plus maintenant d'ailleurs, parce que ça m'a un peu enfermé dans un seul registre. Mais c'est vrai que comme les gens connaissaient ça de moi, à l'évidence, quand on est ce qu'on est finalement, et heureusement qu'on est différent et qu'on compose des personnages, parce que sinon ce serait du documentaire, et puis de toute façon il faudrait m'enfermer. Donc, mais c'est un petit peu le même principe quand du reste on est simplement humoriste, c'est que dans la vie il y a des moments où on est dans le quotidien, où on doit régler des factures, on doit passer un appel chiant, machin, et on rencontre des gens à ce moment-là, et les gens peuvent te reprocher, te dire t'es pas aussi drôle que je l'imaginais. Moi je trouve que t'es très drôle dans la vie aussi, mais c'est vrai que on a forcément des moments, donc peut-être que ce moment où tu m'as vu avec mon attaché-caisse aussi, je pensais à autre chose et je sais tu faisais mais c'était une quotidienne. Reste pour moi le nœud de l'histoire. T'avais un petit attaché-caisse. Merde. C'est une petite sacoche, un petit cartable, avec tes textes dedans, tes petits stylos bien rangés et tout. Oh merde. Je te suivais, je te regardais. Je sais pas si tu te rappelles. Je me disais, ce gars-là, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour toi, je faisais pas encore de stand-up. Moi, je faisais la météo, je faisais la meuf mignonne avec la meuf des Cumulus. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, mais alors, donc l'humour, c'est un travail. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrive, c'est sérieux. Ouais. Il arrive, il ouvre ses feuilles. Cartable et d'un 4 couleurs. De stylo et de cahier Clairefontaine. Écoute, mais c'est vrai que j'aimais bien entretenir un look un peu, j'allais dire bourgeois, respectable, limite notaire. J'ai toujours trouvé ça assez marrant de cultiver cette dualité, ouais. Ouais, et puis tu l'as gardé un petit peu, ce look, et c'est vrai que dès qu'on te parle, ça n'a rien à voir. En fait, je comprends pas. Tout le monde te kiffe, déjà. On s'arrête pas à ton look, et t'es caméléon. Tu vas un peu dans toutes tu t'adaptes partout. Par exemple, c'est ce que j'ai voulu un peu exploiter dans mon dernier spectacle, qui est beaucoup plus sur le récit, sur le texte. Il y a pour le coup, évidemment, après Perruque ou Looking for Kim, je voulais aller vers un truc qui serait plus de l'ordre d'écrire à l'os, quoi, que ce soit vraiment juste un récit face public. Mais ce que j'aime, c'est ce que j'ai voulu entretenir, ça rejoint un petit peu à cette schizophrénie presque, c'est d'avoir un langage très châtié, trouver des mots qui soient, j'aime bien les mots un peu à l'ancienne, et de temps en temps sortir un truc qui soit bien dégueu, parce que je trouve que ça crée justement un effet comique. Ah oui, c'est à mourir de rire, c'est génial. Et c'est vrai que dans ton parcours, tu as fait beaucoup de personnages, et là, tu reviens à un truc assez épuré, et finalement, on peut appeler ça du pur stand-up. Ou pas ? Comment tu l'appellerais ? En fait, non, parce que moi, j'aime bien l'idée de récit autobiographique un peu. Voilà. J'appellerais ça un récit autobiographique. Donc tu parles de toi. Je parle de moi. Alors tu le faisais pas avant ? Pas du tout. Mais pourquoi tu le faisais pas ? Par pudeur, ou tu te disais les deux, voilà. Je me disais par pudeur, et je me disais c'est pas très intéressant. Pourquoi raconter ma vie ? J'ai rien vécu d'extraordinaire, ou en tous les cas de suffisamment intéressant pour
pour en faire un sujet sur scène. C'est fou que tu penses ça, alors qu'en stand-up, on nous rabâche qu'il faut absolument parler de sa vie à soi. Bien sûr, mais c'est tout le talent de cette discipline, de cet exercice, c'est de même quelque chose de... Oui, bien sûr, et finalement... Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en vérité, même si on a plus ou moins d'accidents, mais on a à peu près tous la même vie. Un démarrage qui s'appelle la naissance, un point de chute qu'on connaît, qu'on connaîtra, voilà, on n'aura pas beaucoup de recul dessus. Et puis, entre les deux, on fait comme on peut. Mais on a à peu près tous les mêmes angoisses, on aspire tous à peu près à la même chose, c'est-à-dire au bonheur. On n'y arrive pas toujours. Et puis, voilà, il y a les accidents de parcours, il y a les rencontres. Donc, finalement, le fait d'avoir mûri tout ça, et d'avoir eu quand même des choses dans ma vie, notamment j'ai perdu mon père, qui a été quand même un moment qui a beaucoup de résonance dans la vie en général, parce que au-delà du sens de la vie, parce que c'est normal, il y a un moment donné, nos parents nous quittent, et c'est plutôt dans le bon sens d'ailleurs quand c'est ce sens-là, mais au-delà de ça, ça nous renvoie à plein de choses. Il y a des choses qui sont un peu plus existentielles. Et c'est souvent un déclencheur de... Et c'est un déclencheur, et surtout, pour le coup, comme parce que quand l'année où j'ai perdu mon père, c'était en 2018, j'ai eu j'ai eu d'autres choses qui étaient un peu pas très agréables, et je pense que l'accumulation de tout ça a fait que j'avais peut-être besoin de l'écrire, de le livrer, de le formuler, alors sans que ça devienne une thérapie, parce que j'aime pas ce côté... puis c'est un peu une sanction pour le public de leur dire tenez, je vais parler de moi parce que j'en ai besoin, et puis vous allez m'écouter, et en plus vous allez me donner de l'argent. Donc c'était pas du tout le propos. Mais en tous les cas, je me suis dit, ça va être la matière, et d'autant que mon père était quelqu'un qui avait beaucoup de recul, beaucoup de dérision et d'autodérision, et il avait une forme de pudeur. Alors lui, pour le coup, il avait une vie assez compliquée, qui était que à chaque fois, dans les moments graves, fallait toujours trouver la porte de sortie pour en faire quelque chose de drôle. Et il fuyait comme la peste la gravité et le premier degré. C'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Alors ça pouvait être dans un film, dès que ça devenait un peu cheesy, dès que c'est l'histoire d'un enfant qui perd un parent, que les yeux sont embués, qu'il y a du violon et tout. Pour lui, c'était un navet. Fallait regarder autre chose. Terminé. C'était assez marrant, ça. Mais c'est toi, ça, finalement. Oui, moi, j'ai hérité un peu de ça. Il y a un truc qui me dérange presque, dès lors qu'on insiste un peu trop sur l'émotion, en vérité. Et puis, tout est prétexte à rire. On a été en tournage pendant des mois ensemble. Entre les prises, souvent, c'est long. Et tu vas nous faire rire. Et puis, c'est comme ça que peut-être que tu vas te concentrer aussi. Ouais, par exemple, avant de monter sur scène, parfois les gens, alors qu'ils sont pas du métier, t'as des amis qui viennent te voir et tout, te disent mais peut-être je vais te laisser. Je dis non, moi au contraire, j'ai pas du tout envie de mariner le trac, l'angoisse que j'ai, parce que je l'ai toujours. Donc reste là. Reste, parlons. Voilà. Après, pas jusqu'à m'accompagner sur scène. Oui. J'ai besoin d'avoir 1 ou 2 minutes juste pour bien ressentir le trac, l'envie de pisser notamment, et voilà, pas les mains qui tremblent, mais justement la bouche qui commence. Mais je fuis aussi au maximum tout ce qui est sérieux et grave. C'est fou. Et donc, dans les loges, est-ce que tu viens à l'avance pour ton spectacle ou pas trop? Est-ce que tu as besoin quand même de te préparer? Non, c'est pas que je le prenne pas au sérieux, mais pas trop longtemps à l'avance. Pas trop, non. Non, même plutôt, alors pas en retard, mais vraiment, ça me va d'arriver, si je pouvais arriver 10 minutes avant. 10 minutes avant, ça m'irait très bien. Oui, parce que ce ne sont pas des moments très constructifs, ou alors... tu dois t'habiller. Ou alors, il faut que je reprenne mon texte, que je lise, mais c'est pas ce que j'appelle c'est pas l'avant-scène pour moi. Ça, c'est vraiment du travail. C'est un travail que je peux faire chez moi, à l'hôtel quand je suis en tournée. Mais non, quand il s'agit de monter sur scène, mais même au théâtre, pareil, tu viens un peu à la dernière minute. Non. Et ta première scène, c'était quand ? Pourquoi tu as eu envie de monter sur scène ? J'ai eu envie de monter sur scène. C'était où ? Ta première ? En fait, ça s'est fait, c'est un cheminement. Moi j'ai un parcours un peu particulier. Souvent,
les humoristes, les gens de scène, ensuite font des trucs qui sont plus, peuvent faire de la télé. À mon époque, c'était un peu ça, c'était le cheminement. Moi, c'était le contraire. Je venais de la télé. J'ai débuté dans une émission avec Jean-Pierre Coff. J'avais 19 ans, donc j'étais dans la télé, la télé de papa, quoi. Enfin, l'ancienne. C'était une émission, Je me suis retrouvé là un peu par hasard. Ensuite, du coup, j'ai enchaîné dans une boîte de prod qui était Case Productions. C'était la boîte d'Arthur et de Stéphane Courby. Ah oui. Donc, j'ai grandi avec cette boîte qui est devenue énorme. Et puis, je commençais un peu à tourner en rond parce que c'était la télé, même si on me donnait pas mal de liberté, c'était pas forcément là où je savais que j'allais m'épanouir le mieux. Et il y avait dans l'immeuble voisin de cette boîte de prod, donc la chaîne Comédie. Et donc je voyais dans la cour, qui était Pierre commune, Demour là-bas. Et je voyais dans la cour Cad et Olivier, Manu Lévy, les Robins des Bois, toute la bande, avec des perruques, en train de faire des conneries, tourner des sketchs. Donc tu regardais comme ça. Je regardais comme ça. Moi, à l'époque, je bossais pour TF1, et c'était si loin, si proche. C'est-à-dire que moi, j'étais... c'était très confort, je gagnais plutôt bien ma vie, tout ça, mais je voyais dans cette cour des grands débiles s'éclater, et j'avais qu'une envie, c'était de devenir un grand débile, quoi. Et j'ai demandé donc à... je me souviens très bien, Stéphane Courby à l'époque, je lui ai dit, écoute... Stéphane Courby, j'étais tellement amoureuse de lui. Écoute, on lit... Pardon, mais voilà, j'étais tellement... Et donc je lui ai dit, écoute, tu connais Dominique Farrugia un peu, donc il y a Comédie, c'est à côté, moi c'est mon rêve de faire ça. Il a été hyper gentil et très, très altruiste, parce que il avait rien à y gagner. Rien. Il a appelé Dominique Farrugia, il a dit, écoute, on a un gars qui s'emmerde un peu chez nous, est-ce que tu veux bien le rencontrer? C'est pas vrai. Et donc, je rencontre Dominique Farrugia. Alors moi, j'avais grandi un peu avec... c'était notre génération, les nuls, les inconnus. Ouais. Et il me dit, écoute, on cherche quelqu'un pour faire les pré-génériques de la grosse émission, si tu veux essayer. Et là, ça a été un vrai tournant dans ma vie, parce que c'était la première fois donc, que j'allais faire cet exercice d'écrire, de faire du sketch, ce que j'avais fait jusqu'alors, mais avec ma caméra. Pour mes copains. Et là, tu fais sur cette estrade, parce qu'il y avait une estrade avec du public. Non, c'était enregistré, mais de manière professionnelle. C'était la première fois qu'on me commandait quelque chose avec de l'écriture. Et je me souviens très bien, ça m'a pris, je pense, 10 jours ou 2 semaines pour écrire 5 pauvres pré-génériques de 40 secondes face caméra. Où le principe, c'était de donner envie aux téléspectateurs de ne pas zapper, de rester sur Comédie pour regarder la grosse émission. Et j'ai tellement sué, je me suis tellement engagé pour écrire ces 5 sketchs que ça me paraissait... je me suis dit, ça y est, t'as donné le meilleur de toi-même. C'est extraordinaire. C'est ta période rose, tu feras jamais mieux. Donc, le souci, c'est que s'il te dit, ouais, c'est bon, continue, je ne pourrai plus en écrire d'autres. Parce que j'ai tout donné. Et en même temps, je me suis dit, non, on va pas le diffuser, c'est pas terrible. Cette porte qui s'est entrouverte, elle va se refermer peut-être à jamais, parce que les chances, ça se représente pas toujours 2 fois. Donc déjà, tu te prenais un peu la tête. Parce que ça m'avait... je savais que c'était une vraie occasion à saisir. Et puis il m'appelle et il me dit, écoute, on a regardé, c'est très bien, c'est très drôle, tu feras les pré-génériques de la grosse émission. Et puis à la fin de l'année, il me dit, écoute, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe de la grosse émission pour être sur le plateau? Donc voilà, je rejoins la grosse émission, je fais 2 années. Et pour répondre à ta question donc en 27 minutes, puisque tu me l'as posée il y a quelques temps déjà, comment je suis arrivé à la scène, c'est que quand la grosse émission s'est arrêtée, je savais que je ne retrouverais pas cette configuration d'avoir un public, d'être en direct, de faire de la grosse émission, c'était presque une captation tous les soirs d'un spectacle. C'était ça, j'avais fait la météo là-bas. Voilà. Donc, la météo avec ADO, c'est un sentiment incroyable. Monté, c'était en direct. C'est sur scène, c'est comme si c'était sur scène. Enfin, et comme je n'ai pas retrouvé cette configuration-là, et ce plaisir-là, et ce risque, mais voilà, ce truc un peu sympa. Cette adrénaline, exactement. Oui. Je me suis dit, il n'y a que sur scène, et cette liberté de ton, bien évidemment, parce que c'est surtout ça. On pouvait faire cette ce qu'on voulait. Ton, je me suis dit, il n'y a que la scène qui pourra te permettre ça. Et donc, où tu vas après? Tu vas au Théâtre du Trévise? Tu vas où? La première fois... Où tu montes tout seul devant? La première fois, c'est au Trévise, absolument. Je fais un showcase au Trévise. Un showcase direct? Où tu as fait 5 minutes, où tu as levé la main? J'ai fait 5 minutes. Tu as levé la main? J'ai croisé à l'époque Fabrice Eboué. Oui. J'ai croisé... je crois que j'ai croisé Bounaïmin. Oui, et tout ça n'était pas connu. Ouais, on l'a fait ensemble. Ça travaillait. Ouais, d'ailleurs, c'était marrant. Il avait un look hyper prépi. Il avait un petit nœud papillon. Qui? Les cheveux courts. Tu parles de... Bounaïmin. Ah ouais. Ah, je me rappelle pas de ce look. Ok. Ouais. Petit nœud papillon, cheveux courts, mais tout
Oui, rien à voir avec aujourd'hui. Mais super look d'ailleurs, super look. Mais il a toujours été looké. Ouais. On croit qu'il est c'est faussement négligé tout ça. Non, c'est étudié. Ouais. Hein. Et donc c'était marrant parce que voilà. Et donc tu te rappelles de la première au Trévise ? Très bien. C'était bien ? C'était bien parce que c'était un dépucelage heureux qui se passait bien, quoi. C'était c'était très bien. C'était jouissif parce que j'entendais les rires quand j'avais écrit pour qu'à certains moments ce soit ponctué par des rires. Alors parfois il n'y en avait pas, mais à chaque fois qu'il y en avait un, c'était le sentiment de mettre le ballon dans le panier, Et je me suis dit, voilà, je pense que je peux y arriver, je suis à ma place. C'était un moment très, très, très jouissif pour moi. Et à quel moment tu sens que tu es validé ? Je le cherche encore, ce moment. J'en étais sûre. Ouais. Non, oui. J'en étais sûre, c'est tout le temps. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que j'écris un nouveau spectacle, c'est parce que je trouve que le précédent, il y a plein de trucs qui vont pas. À chaque fois que je regarde une captation d'un de mes spectacles, je me dis, oh là là, mais ça, qu'est-ce que c'est mauvais, ça, est-ce que c'était utile ? Ah oui, bon, ça, c'est pas mal. Bon, ok. Je me trouve pas nul parce que sinon j'arrêterais. Sinon tu ne serais pas là. Je me trouve tellement perfectible que c'est ce qui me pousse à chaque fois à continuer, et d'ailleurs, mais pas que sur scène, à continuer à faire des trucs à la télé, à faire des trucs à la radio, à faire des trucs, à écrire. Parfois, on me demande d'écrire un truc dans la presse. Cette remise en question permanente. Tout le temps. C'est de l'exigence. C'est pas de l'exigence parce que je le fais. Non, je crois que ça, en fait, c'est un moteur et une curiosité. Je trouve ça cool. Déjà qu'on me propose encore des choses. Moi, je suis toujours très heureux quand on m'appelle, on me dit. De temps en temps, ça peut être sur France Inter, on me dit, est-ce que tu veux faire, t'as une carte blanche, machin. Je me dis, c'est quand même génial déjà. Ça. Alors, donc je dis, quand je peux, je dis, oui, je le fais. Et je suis là, et je gratte, comme je le faisais il y a 20 ans. Il y a quelques années, Et je trouve cet exercice très, très sain parce que c'est un peu aussi l'école de la modestie, quoi. De toute façon, on n'est jamais arrivé. La comédie et la sanction, elle est tellement évidente et immédiate. C'est ça qui est terrifiant et qui est génial à la fois. Et qui est très compliqué parce que, par principe, tout le monde veut rire, mais les gens ne rient pas forcément de la même chose. Donc l'équation, elle est difficilement solvable. Et est-ce que t'as déjà eu des gros bides ? Oui. Mais des bides. Ah ouais. Des bides longs. Je connais, mais je ne me souviens que de ça. Des bides presque d'une heure 20 de la durée du spectacle, ouais. Des bides d'1h20. Ouais, je peux les citer parce que après il y avait peut-être des personnes dans la salle qui étaient heureux. Voiron à côté de Grenoble, je m'en souviens très bien. Tu t'en rappelles, t'as vu, on l'oublie jamais. Il y a que ces dates-là. En sortant de scène, j'ai dit au producteur, tu sais quoi, on va se faire un bon resto parce qu'on va fêter mon plus gros bide. Et ça a été une soirée merveilleuse. T'as pris un autre angle, c'est super. On a passé une soirée, il était d'accord, ça n'avait pas fonctionné. Et sur scène, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là ? Tu te mets en mode automatique ? Il y a de ça, mais pas trop automatique non plus parce que tu dis qu'est-ce que je peux couper ? Non, couper pour libérer ces pauvres gens que j'ai l'impression de les avoir pris en otage. Ils ont certainement envie de rentrer chez eux. Est-ce que là, est-ce que tu peux enlever ce personnage ? Est-ce que tu peux virer ce paragraphe ? Oui, t'as envie de leur venir en aide. Tu sens que c'est une souffrance pour tout le monde. Donc, autant achever la bête. Abréger le... Oui. Et on a dîné dans un très bon italien à Grenoble. On a picolé jusqu'à 2-3 heures du matin et c'était un moment très joyeux. Et donc, je m'en souviens très bien. Le Valois-Perret, terrifiant. Terrifiant. Putain, on se souvient, terrifiant. Terrifiant. Le Valois-Perret. En plus, tu dis, c'est près de Paris, alors, sans faire de parisianisme, mais déjà, l'avantage, c'est que tu te dis, c'est bien, ce soir, je rentre à la maison. Oui. Parce que c'est plus difficile quand à Voiron, oui. Mais finalement, le pire, c'est la représentation mollassonne un peu ratée. Oui. Le bide intersidéral est assez génial, c'est jouissif. Il est honnête. Il est honnête, il y a des choses à raconter. Tu vois, on en parle même là dans un podcast. On a immortalisé finalement. Et puis c'est quelque chose de clair. Une représentation qui était nulle. Donc voilà. Oui. Mais non, je me souviens précisément des villes où ça s'est très mal passé. Et dès que tu sors, est-ce que tu l'expliques comment ça, ou tu lâches l'affaire, tu dis j'y pense pas trop et non, on verra. Parce que les explications, justement, on sait pas vraiment. On pourra toujours dire. Après, je pense que c'est une
c'est une collusion de plein de choses. Ça peut être effectivement, est-ce que c'est un soir où il fait un peu... D'abord, pour être très honnête, il y a des aspects parfois techniques qui peuvent faire que les gens sont mal assis, qu'il fait un peu froid, que le spectacle a 10 minutes de retard, que depuis 3-4 jours aux infos, peut-être que c'est un peu le bordel, qu'il y a des grèves. Donc il y a déjà des choses qui sont, on va dire, très matérielles, bêtement matérielles, mais qui peuvent un peu influencer. Mais bon, je pense que c'est pas ça. On peut être moins bon sur scène. Ouais, et puis ça nous arrive tous. Il arrive aussi parfois que ce soit un public qui est là parce que ce sont par exemple des abonnés d'un théâtre et qui viennent pas forcément te voir toi ou voir ton spectacle. Donc et s'ils sont très nombreux, ça prend le dessus sur l'ambiance. Parfois ils découvrent mais ils aiment pas et c'est leur droit. Parfois ils découvrent et voilà. Moi j'ai eu aussi des très belles soirées où on arrive un peu en se disant merde, cette salle je la connais pas, c'est un peu glauque, c'est machin, alors on va pas citer de nom, et puis tout d'un coup c'est magique. Mais ça c'est tout l'intérêt de ce boulot, c'est que de toute façon ça n'est jamais joué d'avance. On ne sait pas. Et quelle a été la plus belle dinguerie sur scène, justement, un moment de grâce, un truc où tu t'es dit oh là là, il y en a peu des moments où on est comme ça. Il y en a très très peu, mais c'est pour ça moi c'est pour ça que je continue, c'est parce que je vais chercher les 3 minutes de kiff, voilà, c'est une belle dinguerie, quelque chose. Non, mais après il y a aussi tous ces moments toutes ces sorties de route. Je sais quand j'ai joué à l'Européen là, on en parlait tout à l'heure. Cette salle, elle est incroyable. Déjà cette salle est merveilleuse parce qu'elle t'enveloppe. Voilà, donc. Tous les gens qui ont joué sur cette scène, tout le monde adore. Voilà. Et voilà, j'ai eu la chance d'y jouer. Et je sais que... c'est toi qui l'as choisi, l'Européen? T'avais déjà joué? En fait, on devait jouer là-bas. Je dis on parce qu'avec la prod, on avait décidé de jouer là-bas en 2020, puis en 2021. Okay. Et puis finalement, ça s'est fait en 2022 pour les raisons qu'on connaît. Donc en plus, c'était un rendez-vous manqué depuis longtemps. Et j'étais très heureux de enfin pouvoir concrétiser ça. Mais... je ne bois jamais sur scène, je bois beaucoup avant. Je bois 1 litre d'eau avant de monter sur scène et ça passe tout seul, je suis très très bien, je suis jamais déshydraté. Et là, pour la première fois, et c'était pendant la captation, j'ai eu besoin de boire. Et au bout d'1 quart d'heure, ça commençait à... Alors, t'étais stressé plus que d'habitude ou pas? Non, peut-être la captation, je sais pas, mais... Voilà, je sentais qu'il y avait une petite bouche pâteuse qui arrivait, de langue qui gonfle, de bouche pâteuse, de une articulation un peu... moins à l'aise, et je m'arrête, je dis écoutez, je suis désolé, je vais m'arrêter un instant, il faut que je boive, parce que parfois il y a des artistes, ils ont prévu dans le spectacle un moment où ils vont boire, ou voilà. Mais là... Et toi, tu dis la vérité. Mais je dis, excusez-moi, il faut qu'en fait... T'as été honnête. J'ai dit la vérité, parce que ça devenait en fait un problème. Sauf que, comme je ne bois jamais, il n'y avait pas de bouteille d'eau, mais même pas dans les coulisses. Donc je vais dans les coulisses, je reviens, je suis merde, il n'y a pas de bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas prévu ça, on est à la dèche. Bon. Et il y a eu une petite impro assez savoureuse avec les gens du public. Et c'est vrai que ces moments, il ne faut pas évidemment compter dessus. Et en plus, moi je ne suis pas très bon en impro, je n'ai pas envie de compter dessus, mais quand ils arrivent et qu'il y a... Moi je pense que tu es très bon, mais tu ne le fais pas. En tous les cas, j'ai pas envie de le provoquer et j'ai pas envie de compter dessus. Si ça arrive, bon, tant mieux. Mais c'est vrai que tes spectacles sont... voilà, je compte il y a un pas début, voilà, il y a un fil conducteur aussi. C'est pour ça que je te disais un récit, c'est pour ça que c'est compliqué de... Et ce moment, en fait, a été hyper jouissif. Donc... ça peut être une belle dinguerie. Ça peut être... il y a ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup... quand il y a des rires à un moment qui décalé comme ça, qui n'a rien à voir. Très inattendu. Ou même un truc qui d'habitude est presque une phrase, une passerelle, une jonction pour arriver à un effet, et où ça rit. Et on se dit, mais merde, les gens ont ri. Ouais. Et parfois, ça permet de réécrire, ou même de rejouer, on se dit, j'ai dû le jouer différemment. Et effectivement, c'est ça qui est génial aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre. C'est que le théâtre, on s'empare d'un texte qui n'est pas le sien, et on se rend compte qu'il y a tellement de versions, tellement d'approches, de possibilités de livrer ça, et que le metteur en scène, parfois, te dit, mais non, si tu dis la phrase comme ça, regarde. Et là, on se dit, ah oui, c'est fou. La même phrase prend un tout autre sens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au théâtre, ou même sur scène, c'est que, au-delà du sens qui sont dans les mots, dans ce que tu racontes,
quel est l'autre sens que toi tu apportes. C'est ce décalage aussi qui est intéressant. Mais j'aime beaucoup le théâtre pour ça. Et donc j'adore quand, effectivement, sur scène, seul en scène, il y a une phrase qui parfois t'a échappé à l'écriture, il n'y avait pas de volonté d'y mettre un effet comique, et tout d'un coup, tu chopes que parce qu'il y a eu une attitude, parce qu'il y a eu un temps, une respiration ou quoi. Ça, c'est des moments que j'aime beaucoup. Et comment tu fais pour tester ton spectacle? Est-ce que tu l'écris entièrement et ensuite tu vas tout de suite le jouer en rodage entièrement, ou bien tu testes des petits bouts? Non, j'écris entièrement. J'écris entièrement. Testes d'un coup comme ça. J'écris entièrement parce que, notamment les deux précédents qui n'étaient pas des... le Perruque, c'était segmenté, c'était des personnages. Donc là, effectivement, mais Looking for Kim, c'était comme une conférence historique. Et celui-ci, encore une fois, où je me raconte, je suis pas dans une écriture où j'arrive à faire... c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, à participer à des galas ou quoi. C'est parce que c'est difficile d'extraire dans mon spectacle 5 minutes où il y a de la vanne. Et c'est pour ça que je te vois pas en club, alors, en comédie club. Bah, j'y vais... j'ai dû le faire 2 fois. Je me suis plutôt ramassé. Mais j'ai trouvé ça génial parce que j'ai compris, voilà, justement, les ressorts d'une écriture différente. C'était pas fait pour ça. Ça n'a rien à voir, d'avoir. D'ailleurs, je me suis ramassé. Je suis un peu... T'es dur avec toi. Je suis un peu dur. Pour une fois, je veux dire, je suis un peu dur avec moi. C'était où, tu te rappelles? J'ai été dans le club de Baptiste. Le Joke. Le Joke, voilà. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en sortant, il y a un mec qui n'est pas de ma génération, donc beaucoup plus jeune, qui lui avait l'air assez aguerri à ce type d'exercice. Et je lui dis, écoute, n'hésite pas, donne-moi des conseils, parce que moi, je connais pas trop le stand-up, le machin. Et il m'a dit, déjà, quand tu arrives sur scène, faut savoir que les gens voient quelqu'un qui a un autre âge et tout, donc tu peux jouer là-dessus. Je trouvais ça assez marrant. Et ensuite, il me dit, tu emploies des mots qui sont très... soutenu, quoi. Un vocabulaire un peu à l'ancienne. Ouais. Et je dis, ouais, mais justement, moi, c'est tout mon ressort comique. Même quand j'ai joué avec Kian au théâtre, parfois il me disait, non mais fais des élisions, ou alors tu ramasses. Moi, je tape les mots, puisque je te dis, je dis pas puisque je te dis. Et c'est ma façon de parler, et je trouve parfois... J'en abuse parce que ça, justement, ça donne de la personnalité. Mais c'est ta marque de fabrique, Mais voilà, et donc lui c'est assez amusant. A essayé de te donner des conseils de sa génération. Et pas du tout dans le mépris. C'était marrant. Ouais. Et t'en as fait un d'autres, des comédie clubs ou pas? Non, c'était là pour... Je suis là, je suis passé 2 fois parce que, en fait, justement, j'avais fait un truc dans le festival le parisien qui fait chaque été un festival. J'y avais participé. Il est super. Je l'ai fait aussi. Comme je devais aussi extraire un truc, je me suis dit, avant, je vais aller m'entraîner. Mais ça a payé puisque ça s'est très bien passé. Pendant le festival Paris fait sa comédie, je crois, un truc comme ça. Au Jardin Sauvage. C'est ça, sur les bords du canal. Là. Absolument. Mais c'est génial. Et c'est quelque chose... Tu retournerais au Comedy Club ou c'est quand même... Tu trouves que c'est quand même... Non, parce que je pense, pour être très honnête, que je ne suis pas... le public des Comedy Clubs n'attend... il n'y a pas un truc qui est forcément très... Une connexion très évidente, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Justement, parce qu'il y a souvent... un peu le même mood de stand-upper, voir quelqu'un un peu sortir du lot, c'est mais au peut-être contraire. qu'il faudrait que j'en joue alors davantage, comme d'ailleurs me l'a conseillé. Et une dinguerie un peu malheureuse, on va dire. Un truc imprévu, Enfin, malheureuse, je veux dire, un truc qui était imprévu, un truc qui t'a déstabilisé. Non, malheureuse, c'est ce qu'on disait, c'est la soirée tiédasse, quand c'est pas formidable, que c'est pas le bide, l'échec. Il y a un truc, c'est là où le spectacle... C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'un bide, ça me renvoie, je me revois sur scène, le temps me semble long. En fait, oui, c'est presque un cauchemar, mais on s'en souvient. Ouais. Et t'as pas eu de personnes bourrées dans la salle, pas, non? Tout est... alors j'ai eu... un truc... ça, on a tous ce genre de truc. Dans l'irrespect, qui est quand même terrible, parce que, et d'autant plus quand on fait de la comédie, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du dérisoire, hein, quand on veut faire rire les gens. Il y a un type, un jour, c'était à la Comédie de Paris,
Ça, c'était sur mon premier spectacle, L'homme qui ne dort jamais. Un type qui reçoit un appel. Bon, son téléphone sonne. Oui. Ah bon, allez, passe encore. Il a oublié de le mettre sur silencieux. Voilà, il a oublié de le mettre sur silencieux. Ça sonne. Le type donc va chercher son téléphone dans la poche de son blouson, le sort. J'imagine qu'il va le coupe. éteindre, ouais. Donc il doit appuyer sur téléphone vert puisqu'il répond. Il porte le téléphone à son oreille, dit allô. Mais un allô, là, il était quand même gentil parce que il met quand même la main devant sa bouche pour genre, il y a quand même un gars qui est en train de jouer sur scène et au passage 180 personnes, 200 dans la salle, je sais plus ce que c'était. Et le type se lève, m'adresse, tout en poursuivant sa discussion au téléphone, m'adresse un petit signe de la main du genre « Désolé, genre je suis au téléphone, je réponds ». Continue presque. Voilà. Il passe donc l'allée centrale. Moi, je continue, mais je commence à balbutier en me disant « Mais c'est… » Enfin, à la fois, je trouve ça… évidemment génial, parce que de pousser le culot et l'irrespect à ce point-là, c'est du grand art. Donc, puis de toute façon, les gens ne m'écoutent plus vraiment, parce que ça crée quand même, ou peut-être même les gens se disent, c'est un truc qui est écrit. Et là, le type donc traverse toute l'allée centrale, qui n'est pas très longue, hein, c'est la Comédie de Paris, donc je pense qu'on peut parler de 6 mètres 20. Mais là, à ce moment-là, on a l'impression que c'est à 10 bornes. Le temps s'étire. J'imagine donc qu'il va pousser la porte à double battant pour finir donc son appel dehors. Non, le type se poste devant la porte, genre, quand même gentiment, genre je sors un peu, mais je ne sors pas. Et il continue son coup de fil au bout de l'allée, avec sa main par-dessus sa bouche pour un peu atténuer sa discussion avec une voix blanche comme ça, où il devait être en train de parler. Et le type finit de passer son coup de fil. Et là, c'était... Mais là, les mots, j'ai même pas pu vraiment improviser. En fait, j'ai pas pu être aussi bon que lui, parce que c'était génial. C'était génial. Et donc, c'est pas le mec bourré où tu peux un peu te foutre de sa gueule et machin, et de toute façon, le public est avec toi, parce que voilà, ou le mec qui... Et là, t'as été sidéré, donc t'as pas pu... Là, il y a une telle sidération que j'étais... non, j'étais cueilli. En fait, j'ai trouvé meilleur que moi, quoi. Tout simplement. Et il est revenu s'asseoir après la discussion. Donc, retour l'allée centrale, il se réinstalle et il me refait un petit signe de la main avec un petit clin d'œil du genre « C'est bon, terminé, désolé gars, mais genre, je devais répondre. » C'était c'est quel fou, ça. culot, mais quel génie, ce monsieur. Waouh, ça c'est une vraie dinguerie. Ça oui. Waouh. C'était le premier spectacle. Puis en plus, premier spectacle, j'avais moins d'expérience, donc j'étais pas... j'étais pas aguerri pour avoir les bons trucs. Oui, mais j'étais sidéré. Et comment t'écris tes spectacles ? Est-ce que t'écris tout seul ? Est-ce que t'as des co-auteurs ? Ça dépend. Le premier, je l'ai écrit avec Arnaud Lemort, L'homme qui ne dort jamais. Le second, je l'ai écrit... comme c'était des personnages, il y a certains personnages que j'ai écrits seul, d'autres que j'ai écrits avec Arnaud, d'autres avec les Olivier, qui sont un tandem d'auteurs. Le troisième, c'était un délire que j'avais. Non, le troisième d'abord, c'est les Looking for Kim sur les dictateurs. C'est un délire que j'avais depuis longtemps. Je voulais faire je sais pas pourquoi. Je traînais ça depuis longtemps. J'étais parti du principe que finalement, ce que je disais, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné. Voilà, il y avait la même configuration. C'est un gars qui est, pour ainsi dire, sur scène, sauf que son public, c'est tout un pays, et les gens sont obligés de rire et d'applaudir. C'est fou parce que c'était intéressant ce rapport. Et puis c'est surprenant. Moi, je suis allée voir ton spectacle. À chaque fois, tu nous surprends, quoi. On se dit, qu'est-ce qui va nous sortir encore ? C'est un peu, on va dire, la faiblesse marketing de mes spectacles, c'est que les gens, à chaque fois, se disent, on ne sait pas ce qu'il va nous proposer, on ne sait pas où on va. Mais moi, je trouve que c'est une force, parfois, il y a 10 minutes Jonathan. C'est une force parce que tu nous surprends. Mais après, c'est un peu compliqué de ramener, d'expliquer. D'avoir une cible précise. Voilà. Et puis là, le dernier, comme c'était très personnel, je voulais l'écrire seul parce que c'est marrant, mais j'avais l'impression qu'il y aurait eu quelque chose presque d'intrusif à dire à un auteur, même à me raconter qu'est-ce qu'on peut faire comme vanne là-dessus. Il y avait un petit côté, c'était un peu trop sacré. Je parlais de moi, de mon père, ma famille, et je voulais, quitte à me planter, mais au moins le faire tout seul. Et quand tu écris, les blagues que tu mets et tout, est-ce que tu les testes à tes enfants ? Parce que il me semble que ton enfant le plus grand a peut-être 19-20 ans, un truc comme ça. Est-ce que tu t'en parles ? Pas celui qu'on a eu, hein. Non, elle est plus grande, d'ailleurs.
Non, j'en parle Est-ce que pas c'est trop quelque chose parce que tu partages? Non, parce que je trouve ça gênant de dire à ses enfants. Tu trouves ça marrant ou pas? Ouais, on a bien qu'on ait, Vous avez des des goûts en connexions, commun? oui, on a des goûts, mais il y a quand même toujours ce rapport. C'est ton taf et... Ouais, je trouve ça. Ils viennent te voir? Oui, sur ils scène? viennent me voir. Est-ce que c'est quelque chose qui te met le trac quand la famille vient ou pas? Ouais. Ah ouais? Mes enfants, ouais, j'ai envie. D'ailleurs, plus mes enfants que ma femme, par exemple. Ouais. Euh, Tu veux que ce soit une belle soirée où ça arrive bien et qu'ils se disent ouais. En fait, j'ai pas envie qu'ils aient honte. C'est Ouais. un peu ça. Bah oui, c'est un peu les enfants. C'est voilà, on sait que c'est très facile, surtout s'ils viennent avec un pote et tout. Donc il y a un truc qui est quand même, on a envie que ça rigole dans la salle, Ouais. on a envie. Je me souviens d'ailleurs, il était venu voir un soir, un très très mauvais soir. Le moyen. Le moyen, ouais. Et j'étais gêné en sortant, j'étais gêné. Et je lui disais, mais non, moi je t'assure, tu sais, d'habitude, ça rigole beaucoup plus. Et là, il me disait, non, papa, c'est bien. Et c'est marrant. Et le lendemain, c'est un carton, et tu dis, mais pourquoi il n'est pas exactement. venu? Non, j'ai même pensé qu'il me portait malheur. Quand il est revenu au spectacle suivant, je lui ai dit, écoute, je te préviens, si ce soir c'est pas encore bon, tu viens plus, quoi. C'est terrible, ça, c'est parce vrai. que Je suis pas du tout, comment dire, superstitieux. Mais moi, on a tous ce truc-là, c'est que quand quelqu'un vient te voir, que ça ne marche pas, s'il revient te voir une deuxième fois et que ça marche pas, tu dis, je fais une fixette. Lui ou elle, c'est il faut pas la venir. troisième fois. Si j'ai une captation, c'est sûr, je ne l'invite pas, je prends pas le risque. Est-ce que tu as des petits rituels, des trucs avant de monter sur scène? Un objet, quelque chose ou... Franchement, à part... Un appel? Le seul truc que je demande en loge, au minimum, c'est d'avoir une banane et un litre de flotte. Voilà, je mange une banane une heure, une demi-heure avant. Ça, c'est juste pour avoir un peu de solide dans le bide. Et pour bien m'hydrater, un litre d'eau. Voilà. Et après, tu montes. Tu vas pas faire une prière, tu vas pas te concentrer, tu vas pas... Le problème, c'est que je ne crois en rien, donc je ne sais pas prier qui, ni quoi. Je crois un tout petit peu en moi à ce moment-là, donc je me prie moi d'être pas trop mauvais. Mais non, j'ai pas de... Je le traque, ça c'est certain. Je le traque à chaque fois. Souvent, je me pose la question, c'est comme une rengaine, comme ça, je me dis, mais franchement, pourquoi tu fais ça? Ça, j'aime bien me la poser, cette question. Et puis la réponse est toujours la même, parce que c'est fou, parce que ça sert à rien, parce que c'est génial, parce que c'est vain, parce que t'en as besoin, parce que il y a des moments où ça va te faire rire, des moments où tu vas souffrir, des moments où tu vas faire rire les gens, des moments où tu vas les faire chier, et surtout parce que tu ne sais pas d'avance. Et en fait, c'est ça qui est... Et puis allez, on part pas à la guerre, on risque pas notre vie. Non, c'est vrai. Finalement, c'est vrai qu'on se fait une montagne pour 200, 300, allez, 1000 personnes, parce que je fais pas des salles je fais pas des zéniths. Mais bon, c'est... en vérité, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et tu montes sur scène donc devant 200, 300, 1000 ou 2000 personnes. Mais ceci étant, pardon, je te coupe, c'est pas grave, mais dans le rire, il y a quand même un truc qui est bizarrement toujours plus grave. C'est-à-dire que les gens viennent voir une pièce de théâtre. Si c'est pas très bon, ils ressortent, ils vont dire « Ouais, j'ai été déçu, machin, tout ça ». Mais si tu ne les fais pas rire, la sanction, la perception du ratage elle est beaucoup plus intense. Beaucoup plus intense. Dans une pièce où tu te fais chier, tu te fais chier. Tu as un seul en scène où tu te fais chier, où tu ne ris pas, on t'en veut davantage. Et est-ce que tu penses que le public est de plus en plus exigeant et de plus en plus connaisseur? Ouais. Ouais, tu le sens? Ouais. Moi, je trouve que d'abord, oui. Est-ce qu'on écrit mieux qu'avant? Peut-être, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui font ça, donc ça crée une émulation, une compétition dans le bon sens du terme, ça renouvelle, ça. Après, moi, ce que j'aime avant tout, au-delà de l'écriture, mais je dis moi, mais je pense tout le monde, ce qu'on va chercher, c'est une personnalité. C'est pourquoi une phrase dite par telle ou telle personne, ça fonctionne mieux. Je reviens un peu au théâtre, c'est que la façon de le dire, de le livrer, la personnalité, c'est le... Faut se trouver d'abord. Pour quelqu'un qui commence, faut trouver... Je pense que c'est ça, il faut trouver... Voilà, c'est ça. Quelle personnalité, quel personnage, presque, tu veux, parce qu'on est toujours un personnage, même si on parle en son nom sur scène. Qu'est-ce que tu veux montrer, marquer
sur scène. Donc ça passe par ta personnalité, ta diction, la manière dont tu t'habilles. Ouais, après, moi, je sais pas, ton look, mais même moi, en tant que spectateur, quand je vais voir des spectacles et que tout d'un coup, tu vois quelque chose de frais, dans le sens où, tiens, c'est drôle, ça, j'ai jamais vu ça, cette façon de parler, j'ai jamais vu ce look, j'ai jamais vu cette gueule, j'ai jamais vu ce petit tic, voilà, c'est des détails, mais tout ça cumulé fait que tu dis, c'est sympa, je l'ai jamais vu, ce truc-là. Et qu'est-ce qui t'a fait rire, toi ? Alors moi, j'ai eu de la chance parce que... Qu'est-ce qui te fait rire ? Qu'est-ce qui t'a fait rire ? C'est quoi tes influences au-delà de Vos ? Je sais que tu as vu, très jeune, tu as vu des humoristes très bons. J'ai eu de la chance parce que mon père, mes parents étaient plutôt... non seulement ils aimaient sortir, voir des choses, mais très ouverts, c'était pas du tout dans une chapelle. Mais ça se voit, hein, ta personnalité, elle est comme ça, elle est très ouverte. Ils t'ont élevé comme ça. Ouais, parce que d'abord, c'est hyper nourri. Très curieux. Du 16e qui, dans son ghetto. Pas du tout. Moi, ce qui m'anime, c'est ça, c'est la curiosité, c'est de voir... Et avec mon père, j'ai vu aussi bien Coluche que Raymond DeVos, mais on allait voir Farid Chopel. Chaque fois je parle de lui parce qu'il faut lui rendre hommage. Moi, c'est un des gars qui m'a donné envie de monter sur scène. Farid Chopel, alors c'était dans les années 80. Je crois que c'était au Splendide ou c'est ça, un truc comme ça. Et alors là, on parle de personnalité. Il y avait de la poésie. C'était un mélange entre Farid Chopel. Je dirais que c'était un mélange entre Philippe Catherine et Ramzy Bedia. Absolument. Il avait c'était un grand mec élancé qui ressemblait à un peu un Giacometti comme ça, avec des gestes presque de danseur, un physique un peu particulier, presque inquiétant, et une grâce, une élégance, et puis quelque chose de très poétique, très, très surréaliste dans ses spectacles. Alors j'étais quelques souvenirs comme ça, je trouvais ça merveilleux. C'est vraiment un gars que j'ai vu 2-3 fois sur scène avec mes parents, qui a certainement contribué à ton envie de monter sur scène. Faire ça. Mais voilà, j'ai vu DeVos, c'était magnifique. J'ai vu Coluche, c'était génial. J'en ai vu d'autres, j'ai plus... Et qui te fait rire, là, en ce moment ? Je sais que Fred Testo te fait beaucoup rire. Fred Testo, c'est un ami. Parce que c'est ton pote, mais qu'est-ce que tu ris ? Il ouvre la bouche, tu ris. Tu ouvres la bouche, il rit. Mais je pleure. Et vous pleurez pour rien, pour un mot. Mais pour rien. Je pense que c'est presque de l'amour, là. C'est incroyable. Il décèle un truc dans ton œil et puis ça commence à... Je l'ai vu ce matin, tu vois, avant de venir te voir. Et ça frétille et ça rigole. En fait, il y a un truc qui fait que déjà, quand je le vois, j'ai l'œil qui frise, tu vois. Je suis heureux, quoi. Et lui aussi, je sais que je le fais beaucoup rire. Ce qu'il y a de marrant, c'est que je crois que lui, il ne sait pas pourquoi je le fais. Il me fait autant rire et moi, je ne sais pas non plus pourquoi. Mais moi, je le vois, je suis témoin. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte ça Non, on est très, très... Donc, il y a ce gars-là, Fred Testo, qui te fait... Mais encore une fois, très... voilà, moi, j'ai été voir Foresti il y a 10 jours. Là, pour moi, c'est son meilleur spectacle. J'ai été complètement emporté par la personnalité, le propos... J'ai vu Morgane Cadignan à l'Européen, j'adore parce que pareil, il y a une vraie écriture, il y a ce personnage de nana avec une élégance et en même temps une intelligence, un truc comme ça, très avec beaucoup de distance dans ce qu'elle raconte. Et est-ce que il y a des Américains qui te font rire ou pas trop, ou tu t'es pas trop intéressé aux Américains En fait, j'ai un peu de mal à regarder des spectacles sur écran. Ok. C'est un truc, je sors beaucoup, je vais beaucoup au théâtre, je vais beaucoup voir les spectacles vivants. Et j'ai un peu de mal à me faire à être sur Netflix, à me dire tiens, je vais regarder le spectacle d'un tel. Ça, j'ai pas le réflexe en fait. Ouais. Mais oui, il y a des certainement des choses qui, mais comme ça me vient pas. Si, il y a une série, je me souviens, mais enfin c'est pas, mais qui mélange un peu ses caractères sur Netflix, qui a un truc avec des artistes de scène à qui on a confié chaque épisode, enfin un épisode d'une seule saison, et où ils font des genres de personnes. Mais c'est un peu foutraque, c'est un peu, et notamment celui de la fin, j'ai plus le nom, c'est un anglais, mais c'est un truc, bon, là je pense qu'on est... c'est anglais, c'est un peu comme... Il y a je crois des Anglais, des Américains, mais je sais pas si ce jour-là j'étais drogué ou si mon cerveau... mais en tous les cas, il y a une faille et ça a bien retenti, ça m'a bien fait marrer. En parlant de faille, justement, c'est très bien. T'es sur scène, devant tous ces spectateurs.
Jonathan, qu'est-ce que tu cherches en fait? C'est quoi ta faille? Pourquoi t'es sur scène devant... Parce que c'est pas normal d'être devant tous ces gens-là. Ça, c'est ce que je me C'est dis. pas normal. Je me dis, c'est pas normal. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que tu as eu une enfance heureuse, oui. que tout va à peu près bien, avec des hauts, des bas, c'est la vie, mais qu'est-ce que tu cherches sur scène? Mais honnêtement, je ne sais pas. Non, je cherche. Je pense quand même que... C'est de l'amour? Non, c'est pas de l'amour. C'est... enfin, si, en tous les cas, il y a quand même l'envie de faire rire. Ouais, en fait, même pas... Enfin, faire plaisir, faire du bien. C'est un peu comme un... moi, j'adore bouffer, voilà. Mais je ne sais pas du tout cuisiner. C'est vrai, tu t'adores bouffer. Voilà, c'est ma passion, les restos, les machins aussi. Mais je ne sais pas du tout cuisiner. Donc, je ne peux pas inviter des gens à la maison en disant, je vais leur faire des bons petits plats. Et ça, je me dis, tiens, je ne dis pas que je sais le faire, mais... Bon, je sais à peu près le faire, plus que la cuisine en tous les cas. Donc, j'aime bien l'idée de dire, j'ai envie d'inviter des gens, enfin, les inviter à payer, mais en tous les cas, j'ai envie de proposer à des gens de passer une soirée et je vais leur faire un truc que je sais à peu près faire, c'est-à-dire les faire marrer. Il y a quand même cette dimension-là qui est, je vais pas dire que c'est de l'altruisme, mais de faire parce que ça me fait du bien aussi, hein, pas, évidemment, hein, c'est quand même... Et tu reçois de l'amour en retour. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, quand ça rigole, c'est quand même, très très satisfaisant, évidemment. Tu disais que tu aimais bien manger. Est-ce que tu as toujours ta boulangerie? Non. Ah. Non. Ça pour moi aussi, c'était surprenant. Ouais. À l'époque, tu avais une boulangerie. Oui, j'avais investi dans une pâtisserie. Dans une pâtisserie. Ouais. C'était extraordinaire et je l'ai su parce que t'étais speed un jour de tournage de Fête des Gosses. J'ai dit, mais tu vas où? Eh ben, je dois faire la caisse. Ouais, non, mais j'ai toujours, j'ai toujours voulu m'investir mais encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le commerce de bouche, tout ce qui est, voilà, Non, mais faire plaisir encore. Et faire plaisir, ouais, bien sûr. Oui, c'était pas dans l'idée de faire des gâteaux au rabais pour faire de la marge. Non, là, c'était plutôt le contraire. Ils étaient très bons. Mais ouais, j'adore ça. Donc, est-ce que ce soit l'humour ou que ce soit la pâtisserie, ta quête, c'est de faire plaisir, en fait? Et puis... ce serait un peu prétentieux et un peu... non, de dire, oui, moi, j'ai une passion dans la vie, c'est de faire plaisir aux gens. Donc, mais en tous les cas, je trouve pas ça désagréable. Ouais. Et est-ce que t'aimes les surprises? Pas du tout. Ah, mais pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes qu'on te fasse des cadeaux, des surprises en cadeau? Non, pourquoi? J'aime pas. Si on te donne un cadeau, ça te met mal à l'aise? Non, mais je vais te donner un exemple. Ouais. Parce que ça s'est passé il y a peu de temps. J'ai un pote, une copine qui me dit, tiens, je vais faire un dîner avec les anciens du lycée, le machin. Je lui dis, écoute, ne m'invite pas, je déteste ça. Pourquoi? Je n'aime pas quand en revanche, j'aime pas quand les choses sont comme ça, un peu préméditées, qu'on arrange quelque chose qui n'est pas naturel. Rencontrer quelqu'un dans la rue que t'as pas vu depuis 25 ans, avec qui t'étais au lycée, et s'asseoir, prendre un café, ça c'est formidable. Mais je trouve il y a un truc assez pénible, assez angoissant à se dire, on va organiser un dîner, voilà. Alors, avec les gens du lycée, c'est pas ne pas aimer les surprises. Mais je sais que quand ma femme a organisé un truc pour mes 40 ans, en fait, surprise d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un moment où tu grilles un indice, un machin, et moi j'arrêtais pas de lui dire, je t'en prie, ne me fais rien. Et puis, je sentais que ça lui faisait plaisir, presque plus à elle qu'à moi. Elle m'a fait quelque chose. J'ai passé ma soirée à me forcer à sourire. Oui. Je n'avais qu'une envie. C'est de te coucher. D'ailleurs, je n'ai pas eu les couilles, si je puis dire. Ouais. C'est comme tu vois dans des films, d'ouvrir la porte, voir tout le monde qui fait « surprise, machin », de dire « Allez, bonne soirée », tu refermes la porte, et puis tu vas te faire un bol de soupe, ou je sais pas, seul. Mais pourquoi ? J'aime pas. Pourtant, il y a que les gens qui t'aiment autour de toi. Ah non, mais évidemment, je n'en veux pas du tout, ni à ma femme, ni aux amis qui sont là. Mais c'est quoi? Pourquoi? Mais je te dis ça parce que pratiquement tous les stand-uppers et les humoristes, c'est la même. Ah ouais, non, c'est incroyable. Je sais pas. Peut-être que justement, on est dans le contrôle, parce que quand on monte sur scène, finalement, c'est une temporalité. C'est pendant 1h15, 1h30, on se dit, j'ai écrit quelque chose et le monde va marcher à mon diapason, à mon texte. Et à ce moment-là, il faut que les gens rient, parce qu'on écrit pour ça. Donc finalement, on écrit l'histoire, entre guillemets, qui va suivre.
En tous les cas, on y tend, enfin, on aspire à ça. On se dit, tiens, pendant 1h30, c'est moi qui tiens le truc. Je vais dire ça, les gens vont rire à ce moment-là. Et justement, c'est pour ça, les surprises, c'est quand ça ne rit pas, on n'aime pas tellement ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être un parallèle là-dedans qui fait qu'on est finalement assez contrôle fric, de par ce métier, surtout le seul en scène, qui porte bien son nom, puisque c'est pour ça, on revient à la dictature, le côté genre, je suis seul, je dirige tout. Et la surprise, c'est un moment qui t'échappe par définition, donc t'es pas à l'aise là-dedans. Voilà, t'es pas à l'aise. Je pense qu'il y a de ça. C'est fou, ça se vérifie. Hein. On est pareil. Hein. C'est mon explication. Une petite surprise. Oh merde, bien sûr. Oh la faux. Oh. Voilà. Non mais ça me fait plaisir, parce que je ne m'y attendais pas. Voilà. Qu'est-ce donc? Bon, déjà, vous entendez? Ouais. Ça, c'est le bruit du papier cadeau, qui est très joli. Hein. Il est pas mal. Hein. Ouais. Un petit, tu peux l'arracher. Un peu, ouais, mais il est quand même bien. Attends, il est cloué. Ah voilà. Oh putain, ça, on peut le garder en sound design pour d'autres prods, hein, parce que l'arrachage, il était très très bon. Alors attention, il y en a un autre. Attention, je vais pas parler dessus comme ça. Alors. Ah, c'est bien parce que double surprise, je l'ouvre du mauvais côté. Donc c'est un cadre. Mais retourné, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. C'est quoi? C'est de la ronce de noyer. Au dos, c'est du médium. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une photo. C'est une photo de Prince. Merde, incroyable cette photo. Et je sais que t'aimes beaucoup Prince, que t'aimes la musique et le fait qu'il soit sur scène. Et c'est là, il n'est pas sur scène, il est sur un individu. Il est sur son bodyguard. C'est son bodyguard. Non, parce qu'au début, tu sais quoi, son bodyguard, j'ai un pote qui lui ressemble un peu. Donc je me suis dit, putain, mais elle m'offre une photo de mon pote, mais comment elle sait que je le connais? Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis j'ai cru voir Jimi Hendrix dessus, mais non, en fait c'est Prince, parce que c'est sa période où il a les cheveux longs. Et il y a un espèce de mec derrière bizarre qui pourrait jouer dans le silence... incroyable cette photo. Donc c'est une photo qu'on ne... Ça, je vais te dire, ça doit être 78, 79, là, c'est Prince jeune. C'est 85. Ah, 85. En 1985. Incroyable. Inglewood, California. Et sur scène, et c'est vrai que c'est pas une photo de Prince que tu vois tout le temps. Elle est géniale. Donc je décris à peu près. Donc on a effectivement une sorte de catcheur à la retraite, un mec donc qui a 116 ans, mais qui a des bras, c'est mes jambes, des tatouages, en veux-tu en voilà. Un bon bide, hein, on peut parler d'un bon bide, recouvert d'un sorte de body ou de tricot de peau prune. Catcheur. Ouais, de catcheur, prune, hein, couleur prune quand même, violet, fuchsia, couleur Prince, absolument, purple. Et le mieux, c'est qu'il y a un pantalon noir surmonté de bretelles blanches. Voilà, ça, je sais pas si j'ai été suffisant. Et le type a donc une barbe, des cheveux blancs. Il est un peu chauve et donc elle a plutôt quelques cheveux. Et il porte Prince sur ses épaules. Comme un petit bébé comme Prince ça. Qui n'était pas grand, mais alors là on dirait un bébé. Et qui le sort de scène. Avec ses paillettes et ses cheveux, cette coupe à la Hendrix de l'époque. Ouais, Prince, ça m'a accompagné très 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 longtemps. Et la musique, ça a une place... Très importante, parce que moi, au début, je me destinais à être une rockstar. Sérieux? Ah oui, j'ai créé un groupe. T'avais un band? J'avais un band qu'on avait appelé Article 1. Je trouvais qu'il y avait un côté très solennel, Article 1. Et on a enregistré une maquette au studio Ornano, donc boulevard du Ornano, qui était un studio où... c'est sérieux? Tu rentrais, ça sentait, mais la weed, c'était... mais jamais c'était fou. Des plantations. Des plantations. De weed. Je crois que c'était fou. C'était deux anciens dentistes, un Corse, un pied noir, qui avaient totalement viré. Enfin, ils en avaient marre, je pense, des plombages et des caries. Ils ont racheté un studio, boulevard Ornano. C'était surtout du reggae et du gospel. Qui était dans les sessions. Mais qu'est-ce que vous foutez là à ce moment-là? On avait trouvé, j'avais un pote, Xavier, bassiste, Olivier à la guitare, moi à la guitare rythmique et Alex à la batterie. Et on jouait là et on a enregistré trois chansons. Et je dois avoir la maquette quelque part. Alors c'était nul, mais c'est touchant. Donc des velléités de rockstar. Ah ouais, vraiment. J'avais les pattes, les rouflaquettes comme ça.
Les cheveux longs. Les cheveux longs. Les cheveux longs, encore à cette époque. Et tu t'étais produit devant du public? Non, jamais. Ça, c'est mon grand regret de ne pas avoir fait, mais ne serait-ce qu'un bœuf dans un café moisi avec juste six Alors pelés. vous faites à l'inverse, vous faites les maquettes d'abord. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. Non, mais j'ai eu l'indécence d'envoyer la maquette à des maisons de production. Sony Musique, ouais. Puis j'ai jamais eu de réponse. Mais non, mais c'était génial, faut le vivre, parce que c'est... Je pense qu'en fait, on veut trop parfois... en France notamment, professionnaliser les choses. Pour parler par exemple, dans les pays anglo-saxons, le théâtre, dans toutes les écoles, il y a des cours de théâtre parce que ça participe finalement à l'apprentissage de comment prendre la parole en public, confiance en soi, un exposé, ça passe aussi par ça. Et je pense que la musique, c'est pareil. Aux États-Unis, on sait que n'importe quel môme, il sait plaquer les quelques accords qu'il faut au piano pour chanter 3 standards. Pareil avec la guitare. Et en France, qui est quand même un pays qui a une grande culture de l'art, je trouve qu'on manque beaucoup de ça, que ce soit sur la musique ou sur l'acting. C'est quelque chose. Et c'est souvent d'ailleurs, quand tu prends des cours de théâtre, on te dit tu veux devenir comédien. Et non, il faudrait pas. Non, mais faut je prends des cours de désacraliser le truc, parce que j'ai envie pendant 2 ans que j'apprenne à échanger, à discuter sur scène. C'est hyper enrichissant. Et la musique, c'est pareil. On peut se dire non. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand on a même l'âge révolu, entre guillemets, de dire tiens, j'ai envie de me mettre au piano, puis j'ai envie le dimanche de jouer, de faire des bœufs, de faire du jazz avec des amis, de faire du rock, faire du... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il n'y a pas d'âge, que ce soit très jeune ou plus âgé. Oui, puis il ne faut pas se mettre la pression de se dire je fais ça pour être une vedette ou machin, non. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pareil sur scène aussi. Si on a envie simplement de se produire parce que ça fait marrer une fois tous les 6 mois dans un truc en se disant dans ma vie, voilà, au moins je l'ai fait, je rêvais de le faire, je l'ai fait. Et pas se dire tiens, j'ai pas réussi à en faire mon métier. On peut être comptable, on peut cocher et puis se dire j'ai ce petit kiff à côté de... Bien sûr. Et est-ce que tu as un plan, toi, dans le futur? Tu as un plan? Non, là, je veux dire que j'avance très, très au doigt mouillé. Depuis toujours, ou est-ce que tu as une stratégie? Non, parce que si j'ai un plan, j'angoisse. C'est-à-dire que je vais me dire, merde, ça ne passe pas exactement comme je voulais. Alors oui, j'essaie d'avoir une visibilité à 6 mois, 1 an, avec j'ai tel spectacle, là, j'ai la tournée, là, j'ai plutôt une pièce de théâtre, là, je joue là-dedans. Mais par définition, on a quand même un métier qui, faut l'accepter, on ne sait pas, et qui est fait de... parfois de réussite, parfois d'échec, qui est fait de surprises et parfois de moments de découragement. Mais cet ignoble mot qu'on a totalement galvaudé, la résilience, fait qu'on y retourne. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire? Un band? Je sais pas. Un truc que t'as pas coché, que t'aimerais faire. Mais plus pour le kiff, pour le kiff, pour le fun et pour moi. Hein. Ouais, peut-être. Après, qu'est-ce que... Un truc que t'as au fond de toi et que tu... En fait, j'essaie surtout de ne pas perdre la curiosité. C'est vraiment, le truc qui m'anime, c'est ça. C'est d'être toujours, de me dire... Je suis super heureux quand parfois je me dis tiens, ce soir j'ai vu qu'il y avait tel truc qui jouait, tel film, mais il n'y a qu'une séance, machin. Allez, c'est un peu chiant, mais j'y vais, je le fais. Et c'est pas tant le film que je vais voir, parce que c'est un vieux film ou parce que c'est un spectacle. C'est tout le process, tout ce que ça implique. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait... cette curiosité, j'ai l'impression que c'est parce ce qui me nourrit, évidemment, ça fait cliché, mais c'est mon appétit. Voilà. C'est-à-dire que quand je ne l'aurai plus, j'aurai l'impression que je n'aurai plus d'appétit. Donc, c'est ce que faisait ton père, paix à son âme. Il t'emmenait voir des spectacles, en fait. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais avec tes enfants? Tu les emmènes? Et surtout, je ne leur impose rien. Je leur dis pas ça, c'est... Alors parfois ils me font écouter, mais on a beaucoup de choses en commun. Moi, grâce à eux, alors que j'étais pas très hip-hop, rap, tout ça, j'ai vraiment découvert. Alors c'est plutôt anglo-saxon parce que voilà, mais avec eux, que ce soit Kendrick Lamar, Trippie Redd. Ils ont du goût. En plus ils aiment les trucs un peu. C'est assez engagé, c'est bien produit.
Et donc c'est génial parce que en plus ça me régénère sans faire de jeunesse. Je cherche pas à tout prix alors qu'est-ce qu'il faut écouter, t'es machin. au courant de ce qui se passe. Et c'est assez chouette là. Ça commence à être l'échange assez cool où ils sont presque adultes, où ils me parlent de films. Ah tiens, j'ai vu ci. Moi je leur dis bah oui, mais alors si t'as vu ci et que ça t'a plu, il faut que tu regardes ça. Ouais, et ça, puis donnent leur point de vue. Voilà. T'as vu, ils sont aiguisés. Hein. Oh là là, ils vont loin, encore plus ils vont loin que nous. Et puis ils ont accès à beaucoup de choses. Donc forcément, ça simplifie. Mais là, je regarde une série que mon fils m'a conseillée. C'est quoi, tu vois, c'est laquelle? Better Call Saul. C'est le préquel de Breaking Bad. Ok. Et c'est une série assez insolite, assez bizarre. Et mon fils, qui est très cinéphile, m'a dit putain, il faut que tu regardes ça. C'est dingue. Et donc, c'est kiffant aussi de se dire tiens, je regarde ça parce que c'est mon fils qui m'a recommandé. Et bon, écoute, pour le futur, je te souhaite... de l'appétit. Des belles pâtisseries. Bien manger. Olivier et Alex, qu'est-ce qu'ils deviennent? Olivier, Alex et Xavier. Alors, moi, je revois toujours Xavier, qui était bassiste. Non, parce qu'on ne sait jamais. On peut peut-être recréer le band. J'ai croisé une fois Olivier, je crois, dans un Monoprix. Ok. Voilà. Parfois, j'ai des petits flashs comme ça de détails. Ils vont bien sans intérêt. Oh, je crois qu'ils vont bien. Ils vont bien. C'était... j'aurais dû apporter la maquette. Oh là. Oh là là. J'aimerais si je l'ai, tant écouter. S'il te plaît, si je t'en supplie. Je te l'envoie et vous entendrez... 15 secondes, pas plus. Oh bah oui, mais on si je l'ai, un peu. Si je la retrouve. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci, et merci pour ce joli cadeau du génie Prince. Ça a été quand il est parti, ça m'a fait... Ça t'a fait quelque chose. Mais en même temps, il est parti tellement à son apogée. J'aime bien dans c'est évidemment, c'est tragique, mais ça divinise ou divinifie, je sais pas comment on pourrait dire, encore plus ces gens qui ont porté déjà cet artiste qui est... une merveille. Merci beaucoup. Merci Amel. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était R. Jonathan Lambert. Tu peux nous expliquer ? R de Rodolphe, puisque c'était tout le sujet de mon spectacle, Rodolphe, puisque mon vrai prénom, c'est Rodolphe Jonathan, qui était donc Rodolphe, le prénom de mon père, qui m'a transmis. Et quand il est parti, je me le suis réapproprié. C'est un prénom composé, si on peut dire. Tu aurais pu t'appeler Josiane Amel. Absolument. Amel tout court, c'est mieux. Et en ce qui me concerne, c'est Rodolphe Jonathan. Donc maintenant, c'est vrai que je suis crédité sur les affiches ou au générique. Juste ce petit R, finalement, c'est un petit clin d'œil que j'envoie à mon père. Mais je reste évidemment, je réponds si on m'appelle juste Jonathan. Oh, c'est super joli. Merci R. Jonathan Lambert. C'était R. Jonathan Lambert et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.